falloir que je retourne chez le coiffeur. Quelle histoire, mais quelle histoire! J'ai pas fait de café. Bon bah je vais refaire un café, j'arrive. Willkommen, bienvenue, welcome pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le bilan du mois de mars au féminin. Donc tout le mois de mars, j'ai lu, comme je vous l'avais dit, uniquement des autrices, à l'initiative du compte Instagram Flow & Books que je vous remets en barre d'infos et qui était en barre d'infos de toutes les vidéos du mois de mars en tous les cas. Donc j'ai lu au final, au total, je note toutes mes lectures, vous verrez peut-être dans mon bullet journal, et en fait chaque couleur correspond à un genre, voilà. Et je fais des cases en fonction du nombre de pages. Evelyne Delia en sueur face à mes talents de météorologue. Comme vous pouvez le voir au mois de mars, j'ai lu pas mal, je suis arrivé presque à 5000 pages je crois. Et donc j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 autrices au total, dans des genres différents. Alors, j'ai lu beaucoup de littérature contemporaine, j'ai lu des témoignages, j'ai lu du thriller, du théâtre, et j'ai lu 2 BD aussi. Donc je suis plutôt content, j'ai varié les genres, les autrices, les nationalités, parce que moi j'ai lu un peu de tout, du français, de l'américain, du suédois. J'ai pas re-regardé la vidéo, mais je crois que j'avais mis que 8 livres à lire, ou 5 ou 8 livres à lire. Donc en fait, à part les Virginia Woolf que j'ai abandonné, j'ai lu tout ce que je voulais lire au mois de mars. Et la plupart sont déjà chroniqués, si ce n'est déjà tous chroniqués sur les points lecture précédents. Donc je suis plutôt content, ça m'a pas paru dur du tout comme challenge. Au début je me suis dit je vais prendre que 8 livres parce que déjà je pensais que j'aurais moins le temps de lire. En fait j'ai eu plus de temps pour lire pendant le mois de mars. Et en fait c'est trop facile de lire que les femmes, ça peut paraître idiot de le dire comme ça, mais non, bon. Voilà, donc c'était pas du tout handicapant. Je suis pas trop du genre à me faire des pales ou des challenges avec que un type de lecture. Mais vu que là mon unique challenge était de lire que des femmes, bah des femmes on en trouve dans tous les genres, tous les styles. Sauf le théâtre où j'ai eu un peu plus de mal à trouver des autrices, mais j'en ai trouvé quand même, donc j'étais content. J'ai vraiment passé un super mois, ça m'a permis de m'ouvrir à plein de genres et de littérature que je n'avais peut-être pas pris le temps de lire jusque-là. Donc c'était une super expérience. Je réitérerai sûrement l'année prochaine. Comme ça m'a permis par exemple de découvrir, je vous parlais la dernière fois de Monologue du vagin, qui est une pièce phare du féminisme que j'avais jamais lue, donc du coup j'étais super content. En parlant de personnes phares du féminisme, j'ai lu Anaïs Nin sur la mer des mensonges de Léonie Bischoff aux éditions Casterman. Du coup la semaine dernière je voulais acheter le vinyle d'Eddie de Pretto parce que j'adore Eddie de Pretto et j'ai une platine vinyle depuis 2 ans maintenant. Et du coup j'aime bien acheter les vinyles des artistes que j'aime beaucoup. Bref, la Fnac était fermée, je n'ai pas pu aller acheter de vinyle, donc du coup je me suis rabattu sur une librairie spécialisée en BD et j'ai demandé au libraire de me conseiller deux BD. Donc il m'avait conseillé Anaïs Nin et Le Jardin que je vous parle juste après. Donc dans le Anaïs Nin, on suit la vie d'Anaïs Nin quand elle est en France, parce que, alors j'ai jamais lu cette autrice, mais je sais qu'elle a beaucoup voyagé entre la France et les États-Unis notamment. On suit une partie de sa vie en France. Elle essaye d'écrire son premier roman, mais elle n'a pas trop d'idées, elle ne sait pas vers où aller, elle a l'impression que les hommes veulent changer sa façon d'écrire, parce que c'est une femme qui écrit, c'est encore assez rare. Et du coup, elle ne sait pas trop comment avancer, et elle décide, enfin, depuis toute jeune, elle écrit un journal, et donc elle confie ses doutes, ses mensonges, ses relations amoureuses avec différents hommes à son journal. Et donc dans la BD, Léonie Bischoff décide de personnifier le journal, donc on peut voir ici le journal d'Anaïs Nin, et ici... Vraiment, j'ai un problème avec la droite et la gauche. Et ici, donc, Anaïs Nin. Et c'est super beau parce que du coup, on voit vraiment la relation qu'elle entretient avec son journal, comment le procédé d'écrire, ce que ça lui coûte, les conflits que ça engendre dans sa vie personnelle. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. En plus, les dessins sont super beaux. Alors, je vais essayer de vous montrer quelques... Non, je fais des close-up pour les planches. Maintenant, je deviens un vrai youtubeur, comme vous pouvez voir. Je ferai des close-up pour vous montrer les planches. Les dessins sont très beaux. La plume... est belle aussi. En plus il y a des extraits des journaux d'Anaïs Nin, donc c'est à mon avis une super introduction à la vie de l'autrice et à son travail, et ça m'a donné beaucoup envie de lire le reste de ses écrits. Enfin au moins de lire ses journaux en premier lieu, et peut-être après ses autres romans, titres que je ne connais pas. Vraiment, je suis novice en la matière, et je pense que c'était une très bonne BD. Ensuite, j'ai lu donc une deuxième BD que je n'ai pas sur place parce que je l'ai déjà prêté à un ami, Le Jardin Paris de Gaël Genillet, publié chez Delcourt. Dans cette BD, on suit Rose, qui est un petit garçon qui a été élevé par sa mère, Marguerite, je crois, enfin, qui a un nom de fleur aussi, dans un cabaret. Sa mère est propriétaire du cabaret dans les années 30 à Paris. Et c'est un cabaret d'effeuillage, de danse burlesque, enfin un cabaret des années 30.
Et Rose grandit en voyant toutes ces femmes autour de lui, ses tantes, enfin c'est un peu comme ses tantes, danser sur scène, et il a envie lui aussi de mettre une robe et de danser sur scène. Et c'est super touchant parce qu'on suit donc son évolution, comment il en est venu à sa première danse sur scène, sa relation avec le public, comment les gens le perçoivent. C'est un garçon, il cache pas du tout son corps de garçon, enfin il a des attributs masculins, des pectoraux, un corps musclé, mais il est habillé comme une femme, coiffé comme une femme, et il danse de façon féminine, en tout cas de ce qu'on disait de façon féminine dans les années 30. Et il joue vraiment sur les genres, sur cette notion un peu de gender fluid, parce que il se revendique pas homme ni femme, il se dit pas aimer plus les hommes que les femmes, il navigue un peu entre ces eaux-là. Et ça a été super touchant, les dessins sont magnifiques, en fait, il y a vraiment des thèmes couleurs en fonction des spectacles de danse, des morceaux de danse choisis, donc des fois c'est des pages plutôt rouges, des fois plutôt bleues, à un moment ils partent à la campagne, donc là les verts reprennent le dessus, et j'ai trouvé ça magnifique, tant par la plume, l'histoire, les personnages, le dessin, j'ai adoré. Donc en Instagram j'ai publié 2 photos, 2 planches en tout cas. Donc si vous voulez aller voir plus, allez voir sur mon compte Instagram, il y a également ma chronique écrite. En tout cas j'ai adoré, c'était une super bonne initiation pour moi la BD parce que j'en lis très peu, où j'ai lu comme tout le monde les Tintins, les Astérix et les classiques on va dire. Mais là ouais, j'ai envie de me tourner un peu plus vers les romans graphiques ou les BD. Alors je vais sûrement plus me tourner vers ma médiathèque que vers la librairie parce que là, 2 BD j'en ai eu pour 45 € je crois. Donc ok c'est des beaux objets de 200 pages chacune, mais toujours j'en reviens à ce rapport temps de lecture et prix. Ça me fait un peu chier. J'ai envie d'être poli, j'ai pas envie qu'on me dise ah t'es pas poli. Même si en vrai je suis pas du tout poli dans la vie de tous les jours, mais ça m'ennuie un peu de dépenser 50 € pour allez, 2 heures de lecture, allez 2h30, 3 heures de lecture je pense, entre le Anaïs Nin et le jardin. Donc voilà. Après c'est vraiment des beaux objets, ça c'est sûr, je vais les garder vu le prix, mais ouais. Donc je vais essayer plutôt d'aller vers ma médiathèque, si on n'est pas reconfiné d'ici ce week-end, étant donné que notre cher président parle ce soir. On est mercredi 31 mars à l'heure où je parle, je tourne cette vidéo. J'ai ensuite lu le K0 de Sarah Baruch. Baruch, je ne sais pas. C'est Cédric Armen qui a une chaîne YouTube et un compte Instagram qui me l'a conseillé parce que je disais dans un book haul dans mon blog que j'avais acheté un livre juste parce que j'avais vu le mot sida au dos, et il m'a dit si t'aimes bien les livres sur le sida, lis celui-là, c'est contemporain, c'est sympa, jette-toi dessus. Ça a été un coup de cœur, disons que j'ai beaucoup aimé la lecture, mais ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Alors dans le cas 0, on suit Laurent Valenzi, qui est un médecin à l'hôpital Saint-Louis à Paris en 1982. Donc il est chef de son service, et il a des autres gens au-dessus de lui, un chef de clinique, etc., mais lui est chef de son service. Et un jour, en fait, il tombe sur des analyses d'un patient qui sont très très graves, genre il voit plein de symptômes très différents, incohérents, mais réunis dans une seule personne. Il se dit c'est pas possible qu'une seule personne ait eu tout ça. Et en cherchant donc le patient à qui étaient ces analyses dans l'hôpital, il ne le trouve pas. Et il apprend que son supérieur hiérarchique, c'est lui qui a pratiqué les analyses et qui a renvoyé le patient chez lui. Donc lui, il trouve ça complètement irresponsable parce que les analyses montrent que la personne va mourir d'ici peu si on ne fait rien pour l'aider ou si on ne pratique pas une opération sur lui. Il s'offusque de ce renvoi de patient et il va tout faire pour retrouver ce patient, le ramener à l'hôpital et le soigner. Il se rend rapidement compte que toutes ces analyses incohérentes et ces symptômes sont sûrement ce qu'on appelle alors le cancer homosexuel aux États-Unis, et que ça va être très dur de le soigner, voire impossible. Et on rentre un peu dans cette bataille entre le médecin et ses supérieurs hiérarchiques qui voulaient cacher ce cas, parce que en fait, à l'heure où, en 1982, quand il est au moment du roman, il y a déjà des cas de cancer homosexuel aux États-Unis et ailleurs en Europe, mais pas encore en France. Il n'y a pas eu de cas déclarés, on va dire, et ils ne veulent pas alarmer la population française. Le ministère de la Santé a donné des directives aux directeurs d'hôpitaux, et il faut que s'il y a vraiment un cas soupçonné, on le cache au maximum, on ne le déclare pas et on fait comme s'il n'y avait pas de cas en France, parce que c'est 2 semaines avant Noël, il ne faut pas alarmer la population. Et après on rentre un peu donc dans cette bataille entre le médecin qui essaye de soigner ce patient contre ses supérieurs hiérarchiques, donc essaye de le refaire rentrer à l'hôpital, de libérer des blocs opératoires pour pouvoir l'opérer, lui faire des analyses, etc. C'est très addictif. Je crois que c'est décrit comme un thriller médical, en fait, c'est vraiment ça, c'est un page turner. Moi, vraiment, ça fait 500 pages, je l'ai lu en une journée.
J'avais envie de savoir, ça va très vite, il y a des actions, il y a du rythme, la plume est vraiment parfaite dans le sens où c'est très, très simple, efficace, pas trop de chichi. Alors parfois il y a quelques digressions sur la vie du médecin que moi j'ai trouvé un peu lourde, c'est surtout sa vie passée en fait, parce que ses deux parents sont tombés malades également, et il s'entend pas très bien avec ses frères, mais ça me faisait un peu sortir de l'histoire de ce premier cas de sida et cette espèce de bataille contre l'hôpital. Donc moi j'ai pas trop aimé ces passages-là, mais c'était pas si gênant dans la lecture. Ce que je préférais par contre, c'est quand il parlait de sa femme et sa fille, parce que très vite il a dû leur dire qu'il avait un cas de sida, donc eux ils appellent ça le LAV, je ne sais plus ce que ça signifie, je vous mettrai là l'acronyme LAV, ce que ça signifiait à l'époque, c'était comme ça qu'on appelait le sida. Sauf que il ne savait pas le mode de transmission, il ne savait pas comment le guérir, il ne savait pas comment le prévenir, il ne savait pas comment alléger forcément les peines de ses patients. Et vu qu'il ne savait pas comment le virus se transmettait et que si on en mourait, si on pouvait le soigner, en fait, lui, il raconte que quand il rentrait chez lui, il avait peur de toucher sa femme, d'embrasser sa fille, parce qu'il pensait peut-être avoir contacté le virus en étant au contact de ce patient. Et c'est pour ça aussi que plein de patients ne pouvaient pas être soignés, parce que les gens, les soignants de l'époque avaient peur, étaient réticents à soigner ces patients-là. Enfin bref. J'ai brièvement parlé avec l'autrice sur Instagram, parce que Cédric nous a mis en relation avec un hashtag ou un arrobase, je sais plus. Et donc l'autrice me disait qu'elle parlait de son père qui lui avait raconté cette période, son père qui était médecin et ses frères également, qui ont vécu cette période des débuts du sida dans les années 80 et qui s'en sont trouvés très, très marqués et très touchés par ces difficultés en fait à soigner les patients, et en même temps ils mettaient leur vie un peu en danger, ils ne savaient pas contre quoi ils se battaient, ils subissaient des pressions hiérarchiques, donc voilà, c'est pas totalement fictionnel. Alors c'est vraiment, si vous aimez bien Grey's Anatomy, vous aimerez ce roman parce que c'est un peu construit comme un épisode de Grey's Anatomy, ça monte crescendo et jusqu'à un peu une surenchère d'événements sur la fin, mais c'est le genre et on le voit venir et ça m'a pas du tout gêné. J'adore Grey's Anatomy et c'est exactement ce que je recherche dans un épisode de Grey's Anatomy. C'était pas ce que je recherchais là-dedans à la base quand j'ai ouvert le roman, parce que je pensais lire un truc un peu plus documentaire et plus réel, mais au final la fiction m'a très bien plu également. Du coup j'ai perdu le fil de ce que je disais, c'est complètement décousu parce qu'en fait j'ai beaucoup aimé ce roman et j'essaye de vous dire toutes les raisons pour lesquelles j'ai aimé et du coup je me perds. Bref, dans tous les cas c'était très bon. La plume, je vous l'ai dit, simple et efficace, les personnages très bien construits, en tout cas le personnage principal très bien construit. Après il y a une petite équipe de soignants qui se construisent autour de lui, une infirmière, une interne, un ex-chirurgien, enfin une petite bande qui se crée autour de ce patient, donc super touchant la petite bande, qui essaye de soigner le patient qui est Ali Ben Youssef, et de tout faire pour le faire vivre quelques jours de plus, parce qu'ils comprennent très vite que c'est voué à l'échec et qu'il va mourir. Donc ils essayent de tout faire pour l'aider à le soulager et à ne pas mourir seul en tout cas. Donc c'était très beau, un très bel hommage aux soignants de cette époque, et également aux malades du sida, ces premiers malades qui ont été les cas zéro de tout le monde, qu'on ne savait pas comment les traiter, comment les aider. Ils ont également subi une très forte homophobie, vu que la maladie justement, avait l'air de se développer comme un cancer et uniquement au sein de la communauté homosexuelle, même si très vite on s'est rendu compte que les hétéros étaient également touchés. À la base, c'était surtout majoritairement des homosexuels, donc il y a eu une discrimination envers la communauté homosexuelle à cette époque. Et du coup, c'est donc un très bel hommage aux soignants, mais aussi aux patients, aux malades du sida, à ces premières victimes du sida. Donc ensuite, j'ai lu Art de Yasmine Reza, que l'on m'a conseillé dans les commentaires. Je remercie la personne qui m'a conseillé d'ailleurs, j'ai plus le pseudo ou le prénom en tête, mais merci à toi. Et donc j'ai lu Art et j'ai acheté aussi, pas ses œuvres complètes, mais un groupement de ses œuvres, mais je ne l'ai pas encore commencé. Celui-là était très court, il fait 120 pages. Je l'ai acheté, je l'ai lu directement dans le parc, parce qu'il fait beau, oui, depuis 3 jours, il fait très très beau. Donc je me suis posé dans le parc à côté de la librairie où je suis allé et je l'ai vu directement. Alors j'ai pas trop envie de vous dire de quoi ça parle, parce que c'est très très court, ça fait 120 pages, mais c'est très cynique, très sarcastique, critique de l'art contemporain et des relations amicales un peu fausses et qui s'étiolent au fur et à mesure de la vie en fait. Parce que là on suit 3 meilleurs amis qui ont une discussion au sujet de l'art et qui part un peu dans tous les sens. Et du coup je vais juste vous lire le court monologue d'exposition, enfin ça fait 10 lignes, qui parle bien de la pièce, enfin en tout cas qui résume assez rapidement la pièce. Mon ami Serge a acheté un tableau. C'est une toile d'environ 1,60 m sur 1,20 m, peinte en blanc. Le fond est blanc, et si on cligne des yeux, on peut apercevoir de fins liserés blancs transversaux. Mon ami Serge est un ami depuis longtemps. C'est un garçon qui a bien réussi,
Il est médecin dermatologue et il aime l'art. Lundi, je suis allé voir le tableau que Serge avait acquis samedi, mais qu'il convoitait depuis plusieurs mois. Un tableau blanc avec des liserés blancs. Et après, donc, on est chez Marc ou chez Serge, et le dialogue, la conversation commence entre Marc et Serge, et puis après viendra leur troisième ami, Yvan. Et donc voilà, c'est un peu une réflexion sur l'art contemporain, qu'est-ce qu'on peut appeler de l'art ou qu'est-ce qui n'en est pas, comment dire son avis sur une pièce que l'on aime ou que l'on n'aime pas, hein, que ce soit un tableau, de l'art, enfin comment parler de l'art sans blesser la personne qui peut aimer et que nous on n'aime pas, sans blesser l'artiste. Enfin, c'est très court, c'est très cynique, très sarcastique et en même temps très intelligent. Alors je crois que c'est étudié au lycée, ça ne m'étonne pas parce que c'est quand même assez didactique. Les discours sont... On dit didactique? Oui, parce que dans une vidéo j'ai dit dialectique tout le long de la vidéo au lieu de dire didactique. Et je m'en suis rendu compte qu'il n'y a pas longtemps. Super facile à appréhender mais j'ai beaucoup aimé, donc je pense j'ai acheté d'autres œuvres de Yasmine Reza et je pense les lire rapidement. Je vais faire un row à chaque vidéo. Hein. Maintenant, je promis, je vous les coupe. Dans la première vidéo, il y a un row que je n'ai pas coupé. Et ma maman, elle m'a dit « Ah, mais t'es un gros dégueu, tu rates sur YouTube, pour la peine, je regarderai pas tes vidéos. » Bref. Du coup, maintenant, maman, je coupe tous les rows si tu veux regarder mes vidéos. Et finalement, j'ai lu... en fait, je pensais finir le mois de mars avec Art de Yasmine Reza parce que je pensais qu'il n'y avait que 30 jours au mois de mars. Et finalement, janvier, février, mars, c'est une bosse, il y a 31 jours. Donc, il me restait un jour. Bon, enfin, il me restait un peu plus de temps. Là, on est 31 aujourd'hui, mais je ne sais pas si je vais lire, je ne sais pas ce que je vais lire pour l'instant. Donc, bref, hier soir, j'ai lu Meurt, M-O-R, de Johanna Gustafsson aux éditions Hauteville Suspense. Alors, j'ai vu que c'était chez Milady enfin, que c'est sorti chez Brajlon à la base, et après chez Milady, et moi, je l'ai en édition Hauteville. Enfin, bref. J'ai lu rapidement derrière, j'ai vu Jack Léventreur et Profileuse, etc. Je me dis, bon, allez, pourquoi pas. Je l'ai pris. Et en fait, j'ai pas grand chose à dire dessus. J'ai bien aimé, mais sans plus. Hier, j'ai fait une story sur Instagram où je disais un peu que je me faisais chier. En soi, je me suis fait chier parce que le roman fait 360 pages et je crois que l'enquête a commencé vraiment à me plaire au bout de la 200e page. La raison pour laquelle j'ai dû m'ennuyer aussi au début, c'est que, pardon, maintenant je le dis, c'est un tome 2. Enfin, l'autrice a écrit une trilogie avec le duo d'enquêtrices. Et moi, j'ai commencé par le tome 2 parce que nulle part sur la première de couverture ou sur la quatrième que j'ai relu après, il est mentionné que c'est un tome 2 et je m'en suis rendu compte qu'à partir de la 200e page. Donc ça m'a plutôt énervé déjà. Et dans ma lecture, je me rendais bien compte que des fois, il me manquait des éléments, mais je me disais, c'est peut-être fait exprès, peut-être que ça va s'expliquer au fur et à mesure. Et au final, au bout de 200 pages, je me suis rendu compte que rien ne s'expliquait et qu'il me manquait des éléments pour comprendre l'histoire. Et en faisant quelques recherches très simples sur Internet que j'aurais pu faire avant de commencer le roman, je me suis rendu compte que c'était le deuxième tome. Donc là, on suit un duo d'enquêtrices, une profileuse qui travaille à Scotland Yard à Londres et une autrice de romans, de livres true crime qui se penche sur des tueurs en série, enfin qui écrit des romans sur des tueurs en série, sur des enquêtes des enquêtes réelles. Et donc on retrouve une femme se fait enlever à Londres, et du coup en Suède on retrouve une femme qui a le corps mutilé, donc on lui a coupé les fesses, les seins, les hanches, et qui a 2 plumes dans les oreilles. Et en fait, donc il y a une partie du roman qui se passe à Londres en 2015, une partie du roman qui se passe en Suède en 2015 également, donc ça se passe en même temps, c'est corrélé, les deux enquêtes sont vite reliées, et une partie du roman qui se passe à Londres qui commence à Londres en 1880, au moment des crimes de Jack Léventreur. Donc toutes les 3 ou 4 pages, les chapitres sont vraiment très courts, 3-4 pages, on passe d'une période à l'autre, d'un lieu à l'autre, et j'ai trouvé que ça perdait en rythme. Et c'est pour ça qu'au bout de 200 pages, j'avais l'impression que l'enquête n'avançait pas, parce que vu qu'on faisait sans arrêt des sauts dans le temps, dans l'espace, etc., l'enquête, elle n'a pas le temps trop de se mettre en place. Alors même si tous les éléments, au bout du compte, s'embriquent les uns dans les autres, j'ai trouvé que pour qu'on voit et qu'on se rende compte de la cohérence entre tous ces points de vue et toutes ces époques, il a fallu que j'attende les 2 tiers du roman, et moi ça m'a gêné, dans le sens où quand je lis un thriller ou un polar, j'ai envie que ça aille vite, que ça s'enchaîne assez rapidement. Et là, c'est pas du tout ce que j'ai eu, plus le fait que en fait, je connaissais pas les deux personnages principaux qui avaient déjà été décrites dans le premier tome. Dedans, on parle de la première enquête que je n'avais pas lue, donc maintenant en plus ça sert à rien que je lise la première enquête parce qu'elle a été toute spoilée dans le roman. Donc si vous voulez peut-être vous intéresser à cette saga, commencez par le tome 1. En tout cas, si vous commencez par celui-là, ça sert plus à rien de lire
le tome 1 parce que on a le dénouement de l'enquête, les personnages qui ont participé, dans quelle mesure, etc. Donc ça m'a agacé. C'est du thriller suédois nordique. Je sais que ça prend son temps et que c'est plus long. Mais du coup, je pense que si j'avais commencé par le premier tome, je me serais mieux habitué au personnage et à la plume de l'autrice et j'aurais beaucoup plus apprécié ce deuxième tome. Donc là, ça m'agace de m'avoir gâché ce plaisir de lecture, ce plaisir de thriller, parce que nulle part on vous dit commencez par Bloc 46, qui est le premier tome de cette saga. À la base, je vous avais dit que je tournerais un vlog cette semaine parce que je suis en congé. Je n'ai pas tourné de vlog, ça s'entend peut-être encore un peu. Je suis malade depuis ce week-end, évidemment. C'est toujours mieux de commencer les vacances en étant malade. Donc j'avais commencé à tourner quelques morceaux de vlog, mais je reniflais tout le temps, j'avais la gorge prise, donc j'ai arrêté. Donc voilà, c'est tout pour ce point lecture. Et ce bilan de mars au féminin. J'ai beaucoup aimé. Je remercie encore Florence pour cette initiative. Je me rappelle l'avoir déjà fait il y a 2-3 ans, mais au mois d'octobre, où je n'avais lu que des femmes au moment de la période de Octobre Rose pour la prévention du cancer du sein. Et j'avais déjà bien aimé, mais à l'époque, je lisais un peu moins, donc j'avais lu moins d'autrices. J'avais vraiment lu les 3-4 livres qui traînaient chez moi que j'avais envie de lire d'autrices. Et là, vu que là, je lis plus, j'avais besoin de plus de matière. Et ça m'a obligé à sortir de ma zone de confort et d'aller chercher des autrices que je n'aurais peut-être pas lues en temps normal. Je pense là vraiment à Anaïs Nin, Yasmina Reza, Le monologue des vagins, Constance Debré aussi, que j'avais déjà le tome 1 mais je n'avais pas le tome 2, enfin bref. J'ai beaucoup aimé, je remercie Florence encore une fois. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant je vous souhaite de bonnes lectures, de bonnes découvertes et d'être heureux.